Enregistré. Voilà, alors, on y va. Gérard Adam, vous êtes l'éditeur qui a créé les éditions MEO et nous avons pris l'habitude, ou en tout cas nous la prenons, de nous retrouver à chaque nouvelle rentrée littéraire en ce qui vous concerne. Ici, en mars 2022, vous publiez 3 romans dont j'aimerais que vous nous fassiez une petite présentation, comme si nous étions devant un comité de libraires ou donc quelque chose de simple, de court, destiné à des personnes qui n'ont pas lu le livre, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque je viens de les recevoir, mais je me suis dit que ça valait peut-être la peine de donner l'occasion à l'éditeur d'en parler avant que moi je n'ai le temps de les lire et d'interviewer les auteurs. Alors, premier de ces 3 romans, c'est un roman de Daniel Soile, dont le titre est Agdèse, dernière page. Il s'agit si je me souviens bien, du 4e roman qu'il publie chez vous, mais il s'agit de son 7e ou 8e roman publié par ailleurs. Alors, peut-être une petite présentation de Daniel Soile. En tant qu'éditeur, comment est-ce que vous présenteriez l'auteur? D'abord, Daniel Soile est évidemment un écrivain chevronné. J'ajoute qu'il avait obtenu le prix Jean Munot pour son premier roman, qui n'est quand même pas rien. Daniel Soile, outre le fait d'être un excellent auteur, a été longtemps diplomate. Il a représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Maroc d'abord, en Tunisie ensuite, pendant une bonne décennie. Une bonne partie de son œuvre, d'ailleurs, a trait à cette région, au Maghreb, dont il est amoureux et où il retourne très régulièrement. Celui-ci, Agdèse, dernière page, ne fait pas exception. Il a trait au Maroc. C'est à la fois une enquête semi-policière et en même temps un panorama sur un aspect du Maroc pas vraiment contemporain, puisque ça se déroule aux environs de 2005 à peu près. Agdèse, d'abord, est un pénitencier de sinistre mémoire, où, à l'époque du roi précédent, Hassan II, ont été, notamment du fameux général, comment s'appelait, Oufkir, ont été incarcérés dans des conditions terribles, énormément de militants de gauche, militants pro-démocratie, tout simplement. Le pitch, un diplomate par l'Union européenne, enfin un diplomate international, est assassiné, un homme d'origine hollandaise, dans des conditions atroces. Le petite enquête succincte de la police conclut à un crime crapuleux commis par un drogué en quête de pognon pour acheter sa dope, et puis on enterre là. Un autre jeune diplomate belge dans le milieu culturel est envoyé quand même en sous-main, par l'ONU, je pense, oui, pour enquêter et voir un peu ce qui s'est passé. Et cet homme débarque donc au Maroc et, mine de rien, avec une couverture d'attaché culturel, commence à essayer de démêler les échevaux de cet assassinat. Et notamment, il enquête dans 3 directions. La première, qui est un groupe de Français nostalgiques de l'époque du protectorat, qui s'y croient encore, c'est leur âge d'or, et qui ont réuni autour d'eux un petit groupe de Marocains qu'ils abreuvent financièrement. Et bon, tous ces gens végètent sous des prétextes culturels, ce n'est pas très clair de ce qui se passe. C'est une piste. Une autre piste, il se fait que cet homme assassiné avait des sympathies pour tout ce qui est accueil de migrants, etc. Et donc, une autre piste pourrait être des militants de gauche jusqu'au boutiste, estimant que ce n'est pas l'affaire des Occidentaux qui n'a pas à se mêler de ça, c'est à eux à régler réellement les problèmes enfin du Maroc. Bon. Troisième piste potentielle, des intégristes islamiste, puisqu'il est connu comme chrétien, protestant. Et donc, ce diplomate va passer d'un milieu à l'autre en petit à petit, notamment
grâce à l'introduction d'une journaliste marocaine, un peu ambiguë comme personnage, et qu'il introduit un peu partout. Il y a notamment un mélange de militantisme très intéressant, la nouvelle militance de gauche qui est plus liée aux communautés locales, une tentative d'intégrer les gens dans la société, etc. Et ceux qui ont été sortis par Hassan II du bagne d'Agdès, pardon, par Mohamed VI du bagne d'Agdès, les anciens militants qui ont encore une ancienne conception de militantisme politique, et ils se rendent compte qu'ils débarquent dans un groupe de jeunes et ils sont un petit peu à côté de leur pont. Et à travers tous ces milieux se dessine finalement toute une structure du Maroc contemporain très intéressant, outre le fait qu'on a là une enquête sur un assassinat. Il y a deux fils narratifs. Il y a un fil qui est un fil romanesque, je dirais presque traditionnel, où on a une énigme Voilà. dont la résolution va tenir en haleine le lecteur. Mais par ailleurs, est-ce qu'on peut dire que dans ce roman, comme dans d'autres romans d'ailleurs de Daniel Swell, l'expérience qu'il a eue du Maghreb, notamment du Maroc et de la Tunisie, où il était ambassadeur de la Belgique francophone, puisque c'est ce que veut dire d'être délégué de la région Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette fiction, il nous interroge en même temps qu'il nous informe sur ces régions-là du monde? Il nous interroge dans la mesure où quelle est notre place là-dedans? Est-ce qu'on a encore à intervenir là, ne fût-ce que sur le plan culturel, ou est-ce qu'il faut vraiment leur laisser bon, ne doivent pas se débrouiller, parce qu'ils se débrouillent très très bien. Ils ont quand même une culture extraordinaire, ils ont une littérature extraordinaire. Mais quelle est la place éventuellement d'un attaché culturel de Belgique francophone ou de France dans cette région? Et là, Daniel Sol, qui a vécu ça dans sa chair, que dois-je faire ici pour bien faire, ne pas de nouveau m'imposer avec une vision extérieure sur ce que les Marocains ou les Tunisiens auraient à faire, mais au contraire, m'insérer dans leur démarche en leur donnant ce que moi je peux leur apporter pour les soutenir dans leur démarche. Ça, c'est bon. Et ça se retrouve chez ce personnage qui est un petit peu Daniel Swal. Les deux sont d'ailleurs, celui qui a été assassiné comme celui qui enquête, sont un petit peu Daniel Swal dans ses multiples facettes. Alors, dernière question sur ce livre avant de passer au suivant. On sait, lorsqu'on le suit sur Facebook ou lorsqu'on s'intéresse un peu à lui, lorsqu'on le rencontre, que Daniel Swal est resté très proche en tant que personne, cette fois-ci plus en tant qu'auteur ou écrivain, mais en tant que personne, est resté très proche du Maroc et de la Tunisie, pays dans lesquels il va aussi présenter son livre. Comment se passe, et là c'est l'éditeur que j'interroge, comment est-ce que vous voyez la manière idéale de distribuer un livre édité en Belgique, écrit par un écrivain belge francophone, dans la francophonie à partir de l'exemple de la Tunisie et du Maroc en ce qui concerne Daniel Swal? Dans ce cadre aussi, c'est très difficile. Bon, la plupart de ces libraires ont un compte chez d'autres distributeurs en France. Mais s'ils commandent là, le livre va être là-bas à un prix prohibitif où il n'a aucune chance de trouver un lecteur, puisque, en gros, les livres coûtent là-bas la moitié du prix d'ici. Donc, ce qu'on fait dans le cadre de Tunisie, où Daniel vient d'aller présenter son livre en librairie, il a pris un petit stock avec lui. On leur laisse le prix au tarif qu'ils vendraient normalement ce livre là-bas, avec la remise libraire habituelle, autant dire que les éditions Méo gagnent 1 euro par livre au grand maximum. Mais ça va être égal. L'important est quand même que le livre passe dans ces pays-là. Actuellement, je suis en discussion avec plusieurs libraires marocains, c'est en Tunisie, avec plusieurs libraires marocains pour voir comment on va faire. Une des hypothèses serait qu'un de ces libraires joue le rôle de distributeur sur place. Mais de nouveau, il faut voir avec notre distributeur en France, puisque lui distribue là-bas. Donc c'est encore en négociation. Daniel n'ira que dans 2 mois environ au Maroc, donc ça nous laisse le temps de structurer, alors qu'il allait en Tunisie au moment de la sortie du livre, où on a pris cette solution. Et c'est un gros problème, parce que si on distribue normalement, on met le prix là-bas à un coût que ne peut pas assumer la population. Tout simplement.
Est-ce que, et c'est une hypothèse que je n'ai pas eu l'occasion de documenter vraiment, est-ce que l'hypothèse de créer des coopérations sous forme de coédition entre un éditeur marocain ou tunisien et vous, éditeur belge, ne serait pas une formule qui permettrait à l'éditeur marocain, qui connaît son réseau de libraires, de fabriquer le livre à un prix abordable pour le lecteur, pardon, au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs? Pour le roman précédent de Daniel Soil, qui avait trait lui à la Tunisie, euh, on avait effectivement une coédition avec un éditeur tunisien. Et là, on avait bien serré les choses. Lui distribuait pour tout ce qui est Maghreb, et nous distribuions tout pour ce qui est France, Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. Chacun s'occupant de sa propre production de livres, sinon qu'ils avaient récupéré notre maquette du livre en changeant juste notre logo par le leur. Donc, c'était pas une vraie coédition dans la mesure où chacun était responsable de son secteur, mais qui a bien fonctionné. Le livre s'est d'ailleurs mieux vendu dans le Maghreb qu'il ne s'est vendu en francophonie chez nous. On connaît les problèmes de l'édition belge. Pour celui-ci, on a été en négociation avec un éditeur marocain qui était très intéressé et qui finalement, vu les problèmes de la pandémie, a in extremis laissé tomber. Donc on s'est retrouvé à devoir assumer également ce qui n'était pas prévu au départ. Mais sinon, bien sûr, c'est le plus logique. Hein. Très bien. Alors, on va passer au livre suivant, si vous voulez bien, qui est le livre dont le titre est Femmes empêchées de Leila Zerouni, un roman. Et là, il s'agit du premier roman, si j'ai bien lu, le premier roman de cette autrice qui, par ailleurs, a publié des nouvelles, notamment aux éditions La Miroir, qui est une maison d'édition qui publie des opuscules. des petits opuscules, et une autre nouvelle dans ce que j'imagine être un collectif aux éditions Bleu d'encre. Et voilà c'est aussi un opuscule. Bleu d'encre est un éditeur de poésie qui de temps en temps publie aussi un opuscule, une nouvelle en opuscule. Donc ce ne sont pas des recueils de nouvelles, c'est des nouvelles isolées. Elle a publié donc 3 nouvelles et maintenant un roman. Et maintenant un roman, son premier roman. Alors ce roman, fier de le publier. Voilà. Alors là, ma question concernant l'édition d'un premier roman à l'éditeur que vous êtes est: qu'est-ce qui vous a déterminé à vous lancer dans ce qui finalement est aussi un pari sur l'avenir, de publier un premier roman et donc d'en identifier déjà un potentiel qu'un écrivain comme Daniel Soil a déjà pu démontrer par ailleurs avant de venir chez vous? Bon, d'abord, nous avons à cœur de publier 1 à 2 premiers romans par année sur entre 12 et 15 ouvrages que nous publions. Parce que l'avenir est par là. Si on se contente de publier les écrivains reconnus, dans 20 ans, on n'aura plus de littérature. Pourquoi des premiers romans, j'en reçois une 50aine de propositions par année. Qu'est-ce qui m'a fait sélectionner Leila Zerouni? L'originalité, une écriture simple mais belle, et la fascination pour le personnage et pour le thème. Parce que Leila Zerouni est une Belge, de père algérien et de mère belge. On aurait pu s'attendre, comme souvent dans ces cas-là, à avoir un roman qui a trait à cette mixité d'origine. Il ne s'agit pas du tout de ça. Même si ça intervient un tout petit peu dans le livre, mais ce n'est pas du tout l'aspect principal, que sont ces femmes empêchées? Ce sont des femmes qui ne se sentent pas capables d'élever un enfant et qui ne se sentent pas non plus capables d'avorter et qui donc vont accoucher sous X. Or, l'accouchement sous X n'est pas autorisé en Belgique. Et il y a donc une, entre guillemets, filière qui font que ces femmes vont accoucher souvent à Lille, les femmes belges vont accoucher à Lille, et leur enfant est donné en adoption dès la naissance. Et c'est ça le pitch de ce livre. Une enfant adoptive dans un village ardennais apprend à l'adolescence que sa mère n'est pas sa mère. La boulangère n'est pas sa mère. Elle fait une crise d'adolescence terrible,
dont elle sort par la lecture. Or, dans ce village, débarque un jour une femme venue de nulle part. Il y a là une boutique désaffectée plus ou moins à vendre, et cette femme décide d'y ouvrir une librairie. Dans un petit village d'Ardennes, ça n'a aucune chance de réussir. La jeune adolescente se passionne pour ça et va l'aider, et il trouve des tas de trucs pour que cette librairie fonctionne. Bon, elle joue un peu confiserie aussi, mais toutes les semaines, par exemple, ils mettent une grande citation sur la vitrine, et celui qui trouve de quel livre vient cette citation reçoit un gâteau préparé par la mère boulangère. Et ça fonctionne, et ça, on vient un peu partout, ça finit par se savoir, et donc cette librairie vit, elle survit. Et puis on apprend petit à petit que finalement cette femme n'est pas arrivée là par hasard. Je n'ai pas. Ne dites pas. Je n'ai pas la mère, de toute façon, ce serait trop mélo, je ne l'aurais pas pris. Oui. Mais bon, par cette femme, petit à petit, va se résoudre en petite partie, l'énigme de cette adolescente devenue femme par la suite. Elle n'a quand même pas pu s'empêcher de mettre un petit aspect algérien, c'est qu'elle devient copine avec une enfant qui immigrée algérienne, dont le père a été assassiné par les intégristes en Algérie, à l'époque terrible, parce que ce père, gynécologue, aidait là-bas en Algérie les femmes empêchées, qui étaient bien sûr des proscrits de la civilisation. Mais c'est un petit aspect, mais qui vient recouvrir l'ensemble et donner un lien avec l'origine de Leïla. Un beau livre, simple, qui est un livre, je ne dirais pas grand public, mais en tout cas public. Ce n'est pas de la littérature compliquée, c'est de la littérature très belle, très simple, qui vaut vraiment la peine d'être lue, d'être découverte. Qui est le narrateur ou la narratrice dans le livre? C'est un omniscient ou bien c'est un des personnages qui est le narrateur ou la narratrice? C'est un narrateur. C'est un narrateur. Alors, une question liée à ce livre-ci, mais qui l'aborde d'un autre aspect. Comment un livre dont le monde du livre est finalement aussi un partenaire, un protagoniste, un intervenant central, comment est-ce qu'un livre comme ça est promu? Comment est-ce que vous vous débrouillez pour que, par exemple, j'imagine en vous écoutant, que tous les libraires devraient faire afficher une citation sur leur devanture, sur leur vitrine et offrir le livre, par exemple, ou offrir un gâteau, ou offrir une rose, comme on le fait le 23 avril, le jour de la journée internationale du livre? Mais le premier problème, c'est d'abord de s'y trouver chez les libraires. Alors, vous connaissez comme moi le gros problème de l'édition littéraire belge, je ne parle pas de la BD ou autre chose, c'est que pour la France, nous ne sommes qu'un petit éditeur belge et que pour la Belgique, nous ne sommes pas un grand éditeur français. Et donc, c'est bien résumé, malheureusement. Et oui, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de difficultés à avoir des articles dans la presse, ce que, sachant beaucoup de libraires dont la librairie n'est pas extensible, on peut les comprendre, entre Amélie Nothomb et Leïla Zerouni, sinon qu'une place, on sait qui ils vont choisir. Je caricature évidemment très fort. Bon, maintenant, il vient de sortir combien de livres pour cette petite rentrée? Quelques centaines. Les libraires ont quelques dizaines de places sur leur table. Et donc, vous allez trouver ce livre dans les libraires qui nous connaissent bien, qui nous font confiance, qui nous suivent, une dizaine, je dirais. Ailleurs, il faudra le commander. Mais pour le commander, il faudrait connaître son existence, etc., etc. On espère en tout cas que déjà la manière très stimulant dont vous présentez le livre incitera les libraires qui nous regarderont. C'est un problème qui se posait déjà à la fin du 19e siècle. Absolument. Mais vous avez maintenant un distributeur en France. Nous avons un distributeur et un diffuseur en France. Voilà. Il y a même certains livres qu'on vend mieux en France qu'en Belgique. Alors, très bien. Alors, le troisième livre est un livre là d'une autrice, Annie Préau, qui, elle,
a déjà publié abondamment. Le titre de son livre, de son roman paru chez vous est Disparu d'un trait d'encre, avec une très très belle couverture. De Et, l'auteur. pardon? De l'auteur. Dont elle est exactement, qu'elle a créé elle-même. Enfin, je le montre puisque là, pour ce livre-ci, vous ne l'avez pas montré, donc voilà. Ah, mais je montrais le précédent quand même. Parce que oui, mais je ne sais plus si vous l'avez montré. De toute façon, non, je les mets sur le site. Alors là, ici, on est encore dans un roman dans lequel le monde du livre fait partie de l'histoire, puisque un des personnages est une écrivaine, donc tel que vous le mentionnez dans la 4e de couverture. Pourquoi choisir une écrivaine et pas une autrice ou une romancière ou voilà, c'est pas une vraie question. Donc, alors, dites-nous quelques mots sur ce livre dont le titre est Disparu d'un trait d'encre et dont ici aussi Annie Préau avait reçu pour son premier roman un prix, le prix RTL TVI, pour saluer un premier roman. Pour un roman qui s'appelle d'ailleurs Coréenne, et la boucle est bouclée parce qu'on va se retrouver de nouveau en liaison avec la Corée dans ce livre. Dans Disparu d'un trait d'encre, il y a 2 aspects, disparu et trait d'encre. Alors, disparu, eh bien, cet écrivain, ou écrivaine, ou autrice, ou auteuse, ou autiste, tout ce qu'on veut, a hérité de la maison de ses parents et l'a donné à location à un monsieur. Et il se fait que ce monsieur qui a des velléités de peindre, qui est un romaniste, que ce monsieur, elle s'y attache plus ou moins et elle lui raconte le livre qu'elle est en train d'écrire, pour lequel elle est encore beaucoup en recherche. Et elle lui parle du personnage, et cet homme non pas se reconnaît, mais reconnaît dans ce personnage celui qu'il voudrait devenir. Inversement, l'auteur reconnaît dans cet homme le personnage qu'elle est en train de structurer. Et donc, il y a là une image en miroir de 2 personnages, d'un homme réel et d'un personnage de roman qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre. Et cet homme disparaît. Et donc, le roman commence parce que la police, qui a trouvé quand même pas mal de relations entre la propriétaire et son locataire, l'interroge, qu'est devenu cet homme. Elle n'en sait absolument rien, mais elle est quand même plus ou moins suspecte. Et donc, toute une enquête se met en cours. Il se fait qu'il y a aussi dans le livre qu'elle est en train d'écrire le trait d'encre. Et le trait d'encre, c'est la peinture orientale, plutôt d'origine zen, dirions-nous, telle que nous la connaissons un peu, mais particulièrement coréenne, pour des tas de raisons, et c'est coréen. Et donc, elle-même, qui a une demi-sœur d'origine coréenne, c'est cette écrivaine, va commencer à enquêter aussi de ce côté-là, parce qu'elle se rend compte de la fascination qu'a cet homme pour le trait d'encre coréen. Et donc, il y a une double enquête. Qu'est-ce que c'est que cet art coréen? Elle va aller en Corée. Les relations ne sont pas faciles avec sa demi-sœur qui a rompu avec sa famille. Mais bon, il y a donc là une quête qui n'aboutit pas totalement. On ne saura jamais très bien ce qu'il est devenu, mais il est quand même tout à fait possible qu'il soit parti sur ce chemin des moines zen, en quête de quelque chose, peut-être là-bas en Corée, peut-être ailleurs, on n'en sait rien. Donc il y a cette disparition, cette enquête et cette recherche de l'art oriental à travers un roman qui en a trait. C'est d'ailleurs un roman gigogne, puisqu'il y a dans le roman d'Annie Préau des extraits, de longs extraits du roman que son personnage est en train d'écrire. Et l'un répond à l'autre. On est vraiment dans un livre gigogne, mais avec des... Bon, par moments, est-ce qu'on est dans le roman ou dans le roman dans le roman? Bon, je trouve très vite. Mais quand même, il peut y avoir une complexité de compréhension par moment. C'est un très, très beau livre
qui demande quand même qu'on aime la littérature, que l'on ne s'arrête pas à une histoire linéaire simple, comme on a malheureusement trop souvent l'habitude. À ce moment-là, si on se laisse porter par le livre, c'est un livre magnifique. Alors ici aussi une question sur la distribution ou l'accessibilité pour le public de ce livre-là. Est-ce qu'il y a un public spécifique pour une autrice comme Annie Préau qui a déjà une bibliographie considérable? Est-ce qu'elle a derrière elle un lectorat qui la suit fidèle? Annie a un lectorat extrêmement fidèle. Et dès que le livre sort, très très vite, il y a des commandes pour le livre. On est certain d'une vente minimum, donc le livre sera... Les frais sont couverts au départ, on en est certain. Maintenant, notre grand problème est de passer au-delà de ce qui est cercle d'aficionados d'Annie Préau. Daniel Soil, c'est la même chose. Et même Leila Zerouni, parce que ces deux opuscules... Son opuscule chez Lamirois a été, je crois, le best-seller de Lamirois, au point qu'il lui a demandé d'en écrire un autre. Or, Lamirois croule sur les manuscrits. Il n'a en principe pas besoin de solliciter les auteurs pour avoir des manuscrits. Mais pour parler d'un de vos confrères, en l'occurrence Lamirois, c'est vrai que cette collection d'opuscules finit par engendrer des vocations qui permettent d'identifier des auteurs qui ont un potentiel d'aller au-delà du simple, de la simple nouvelle. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, il n'a été que le deuxième, c'est Malmström qui a lancé ça, avec une collection magnifique chez Malmström. Très bien, Gérard Adam, nous allons, je propose, clôturer ici, à moins qu'il n'y ait quelque chose que vous souhaitiez dire concernant ces trois livres-ci. Oui, une chose importante, que ce week-end, les trois auteurs signeront leurs livres sur le Salon des littératures singulières qui a lieu dans les écuries de l'Académie royale de Belgique. Alors, précisons que ce week-end, c'est le week-end du 24-25 mars 2022, parce qu'on ne vous écoutera pas seulement aujourd'hui et maintenant, et que l'Académie dont il est question se trouve à Bruxelles, capitale de la... Rue du Cal, numéro 1. Mais toutes les informations seront sur le site pour ceux qui voudront s'y rendre. Merci beaucoup, Gérard Adam. Et merci de votre invitation. On se retrouve pour la prochaine fournée, si j'ose dire, pour utiliser le langage du cadeau qui est donné par la libraire aux clients de sa librairie dans les Ardennes où elle a installé cette librairie. Merci beaucoup, Gérard Adam, et puis à très, 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 très bientôt. Plein succès pour ces trois livres et puis pour votre catalogue aussi, hein, sur lequel il faudra un jour aussi s'arrêter et dire qu'une maison d'édition, ce n'est pas seulement les actualités éditoriales, c'est évidemment le catalogue. Merci. Les 200 titres actuellement. Merci Gérard Adam. À très bientôt. Au revoir.